Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. 4e réunion du comité spécial de partenariat belgo-malien au centre des échanges, la reprise effective de la coopération avec le Mali. Le programme indicatif de la coopération s'élève à 33 milliards de francs CFA destinés au projet de développement. Youssouf Diakiti. La présente réunion évalue l'état de la coopération belge au Mali. Elle permettra d'examiner l'ensemble des questions intéressant la coopération bilatérale entre les deux pays Mali-Belgique et de rechercher des solutions aux différents problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre des projets et programmes dont les montants s'élèvent à plus de 33 milliards de francs CFA en cours d'exécution depuis 2009. En février dernier, notre ministre de la Coopération a donc décidé d'une reprise graduelle de la coopération gouvernementale belge avec donc votre pays. Le ministre s'est par ailleurs prononcé en faveur du plan d'action européen dont l'élément essentiel est le contrat d'appui à la consolidation de l'État du Mali, qui devrait donc vous apporter une plus grande prévisibilité en matière d'aide et ainsi vous permettre d'assurer donc à court terme les services de base et la cohésion sociale nécessaires, de financer la reconstruction de l'État ainsi que la relance économique et l'emploi. Malgré les événements, la Belgique est restée présente au Mali, continuant son assistance de façon flexible et pragmatique à travers des activités d'appui direct aux populations locales, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire et humanitaire. Il me plaît d'exprimer ici toute l'appréciation sur le directeur des autorités maliennes quant à la tenue de cette rencontre qui marque véritablement l'amorce de la reprise de la coopération belge au développement dans notre pays. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit là d'une évolution et qui est aussi le fruit d'un haut niveau de dialogue politique que nos deux pays ont entretenu à la suite de la crise multidimensionnelle que traverse le Mali. Tous sont unanimes que la coopération a pris des coups suite à la crise sociopolitique et sécuritaire, mais qu'avec la volonté des deux parties, les défis peuvent être relevés. Inauguration hier après-midi de l'usine de conditionnement de semences Faso Kaba. C'était à Banankoroni sous la présidence du ministre de l'Agriculture représentant le chef du gouvernement. Cette usine vient enrichir le marché malien des semences en termes de qualité et de quantité avec une capacité de production estimée à 10 000 tonnes de semences par an. Nyanya Aliou. Faso Kaba, c'est la dernière née des usines de production, de conditionnement et de commercialisation de semences agricoles au Mali. Lui se propose à cet effet d'offrir à bon prix, en qualité et en quantité, des semences améliorées de riz, maïs, niébé, arachide, sorgho, mil, etc. Grâce à cette unité, les semences seront débarrassées de toutes les mauvaises graines immatures, les saletés. Ainsi, nos agriculteurs pourront bénéficier des avantages et des garanties de bonnes semences certifiées. La jeune entreprise veut se frayer un chemin dans ce secteur traditionnellement dominé par les hommes. Pour gagner ce pari, Mme Koulibaly ambitionne de faire de Faso Kaba l'une des usines de référence de la sous-région. Cependant, elle déplore quelques difficultés dans sa mise en œuvre. Beaucoup de difficultés. L'accès au financement, les banques ne croient pas à l'activité, ou bien ils accordent des montants qui ne sont pas appropriés ou des durées qui ne sont pas appropriées à notre activité. Je veux que l'État met une ligne de garde, assure un marché pour nous. Ce cri du cœur a déjà eu un écho favorable. Le ministre de l'Agriculture a rassuré de tous les soutiens du gouvernement. Madame Koulibaly mérite d'être soutenue et au nom du président de la République, je dis que le tien du gouvernement ne lui fera pas défaut. Faso Kaba, notons-le, c'est une capacité de production annuelle de 10 000 tonnes de semences. L'entreprise a à son actif plus de 100 employés, dont 80% sont des femmes. Vérifier sur place le rythme et la qualité des travaux et échanger avec les techniciens du chantier, voilà le but de la visite du ministre de l'Équipement et des Transports sur le site des travaux de construction de l'autoroute Bamako-Ségou. Mamoudou Sidibé. À la veille de la saison pluvieuse qui s'annonce, il était opportun pour le ministre de l'Équipement et des Transports de se rendre à Bamako-Ségou.
Cela non seulement pour évaluer l'avancement des travaux, mais aussi et surtout d'échanger avec les techniciens. Lors d'une récente visite, on avait vu qu'il y avait un peu de retard ça et là. Aujourd'hui, on est très satisfait et nous osons espérer que l'entreprise maintienne ce tempo, d'autant que l'entreprise a de bonnes perspectives pour un peu résorber tous les problèmes qu'on a. Cette visite rassure et inspire la confiance du maître d'ouvrage, sachant que les travaux de chantier avaient été interrompus momentanément en raison de la crise politico-sécuritaire du pays. Aujourd'hui, l'avancement des travaux est estimé à plus de 29% pour un délai consommé de 44,30% à la date du 22 avril 2013. Qu'à cela ne tienne, le ministre a donné des consignes. Les instructions que nous avons données sont d'ordre pratique. C'est d'aller rapidement pour quitter vite les agglomérations, de manière à un peu alléger les souffrances des populations. Parce que nous savons que par grande pluie ou par moment de pluie, c'est un peu difficile, un peu contraignant pour les populations que d'avoir des travaux de cette envergure-là chez soi. Auparavant, le colonel Koumari a visité le chantier du tronçon de la Tour d'Afrique. Rappelons que le montant de la construction de ce tronçon Bamako-Ségou s'élève à près de 97 milliards de francs CFA. En quatrième région, informer et sensibiliser les populations sur la crise sécuritaire actuelle et les dangers liés à la prolifération des armes légères. Tel est l'objectif d'une rencontre organisée par la Commission de lutte contre la prolifération des armes légères dans la cité des Balanzans. Cette rencontre a regroupé les responsables des organisations de la société civile, les autorités politiques, administratives et des fabricants d'armes artisanales de la quatrième région. De Ségou, le reportage de Doussou Sangari. Cette rencontre avait pour objectif de sensibiliser les populations sur les dangers liés à la détention et à la manipulation des mines et engins explosifs improvisés. Les responsables de la société civile, les fabricants d'armes artisanales et les chefs des services de sécurité entendent conjuguer leurs efforts pour mettre un frein à ce danger pour la population. La prolifération des armes légères constitue un danger pour la population. Sensibiliser les populations, c'est-à-dire à travers les élus locaux et les fabricants d'armes, afin qu'on puisse lutter contre ce fléau-là. Ces élus locaux ont pu rencontrer les populations, les expliquer réellement les dangers de la prolifération de ces armes-là, qu'ils comprennent même, que les uns et les autres comprendre ces dangers, et maintenant comme ça on pourra lutter efficacement contre les fléaux de ces armes. Les échanges ont porté sur une reversion des marchands d'armes qui constitue un danger permanent pour la société, mais surtout pour rassembler la plupart des armes qui circulent actuellement dans notre pays. L'heure est donc à une vigilance de tout un chacun. Santé, en 2001, le monde a enregistré 660 000 cas de décès dus au paludisme, dont 90% en Afrique. Pendant la même période au Mali, le nombre de décès a atteint 2028. En dépit de ce tableau sombre, on note une réduction du taux de mortalité lié à la maladie. Ces informations ont été fournies par l'OMS et ses partenaires lors d'une rencontre avec la presse. Cela en prélude au 25 avril à la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Ramata Konati. Selon le rapport mondial 2012 de l'OMS, la lutte contre le paludisme avance de façon positive. Le nombre de décès dus au paludisme est aussi passé de 985 000 en 2000 à 660 000 en 2011. Soit un taux de réduction de 33%. Pour sa part, le Mali a enregistré en 2011 2128 cas de décès dus à cette maladie. Le pays, selon le directeur du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Clénon Traoré, a connu une diminution du taux de mortalité de 10% par rapport à 2010. Ces résultats encourageants ont été obtenus grâce à l'adoption des mesures telles l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides et le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes. À ces dispositions s'ajoute la chimioprévention du paludisme saisonnier, une nouvelle stratégie qui s'adresse aux enfants de moins de 5 ans. Ça consiste donc à administrer les médicaments qui sont la sulfadoxine pyrimétamine, appelée SP, et la modiakine, souvent couramment appelée AQ. Donc ces deux molécules combinées, administrées à dose thérapeutique pendant 3 jours, donc chaque mois, correctement faite, cette stratégie permet de réduire par exemple jusqu'à 80%
des cas de mortalité liés au paludisme. La stratégie qui a connu sa phase d'expérimentation à Koutiala devra être étendue au reste du pays. À partir de 2013, un seul thème sera retenu pour les 3 prochaines éditions de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, à savoir investir dans l'avenir, c'est vaincre le paludisme. La peine de mort, c'est la sanction que risque l'auteur de l'attentat meurtrier commis par les 2 jeunes tchétchènes aux États-Unis et la police canadienne qui a déjoué un autre attentat contre un train. Voilà 2 sujets qui nous ouvrent la fenêtre de l'actualité mondiale. Dzhokhar Tsarnaev encourt la peine de mort. L'auteur de l'attentat du marathon de Boston a été inculpé par la justice fédérale américaine sur son lit d'hôpital. Les charges comprennent notamment l'utilisation d'armes de destruction massive ayant entraîné la mort. Une première audience a été fixée au 30 mai devant le tribunal fédéral de Boston. Un hommage a été rendu aux victimes du double attentat commis par les 2 frères d'origine tchétchène qui a fait 3 morts et plus de 200 blessés. La police canadienne a déjoué un projet d'attentat visant un train de passagers sur la liaison New York-Toronto. 2 hommes, dont la nationalité n'a pas encore été précisée, auraient projeté de faire dérailler le train. La police canadienne a annoncé qu'ils avaient reçu du soutien d'Al-Qaïda en provenance de l'Iran. Des accusations jugées ridicules par les autorités iraniennes, elles-mêmes en guerre contre Al-Qaïda. Les liens diplomatiques entre l'Iran et le Canada sont rompus depuis septembre 2012. Au moins 27 morts et 70 blessés dans des affrontements entre manifestants sunnites et les forces anti-émeutes irakiennes. Des centaines de manifestants hostiles au Premier ministre chiite Nouri al-Maliki faisaient un sit-in depuis plusieurs semaines dans la ville de Hawija, au nord de Bagdad. Les forces anti-émeutes auraient donné l'assaut sur la place occupée après expiration d'un ultimatum. L'opération a tourné au bain de sang. Des tribus des villages voisins ont attaqué les postes de contrôle de l'armée en représailles, faisant 13 morts supplémentaires. Nouvelle tension diplomatique entre la Chine et le Japon. Une flottille chinoise de 8 navires est entrée mardi dans les eaux territoriales disputées des îles Senkaku, actuellement administrées par le Japon. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a prévenu qu'il repousserait toute tentative de débarquement. Au même moment, les parlementaires japonais effectuaient leur visite annuelle au très controversé sanctuaire Yasukuni, là où sont enterrés des militaires japonais que Pékin considère comme des criminels de guerre. Plus de 150 marionnettes Bozo et Bamana sont exposées actuellement en France par un collectionneur privé. Ces marionnettes et masques parlent de plusieurs thèmes de la vie sociale. Une exposition en région parisienne entièrement consacrée aux marionnettes Bozo et Bamana. Une première rendue possible par un collectionneur passionné, Robert Jaunard. 150 masques représentant la vie quotidienne et les divinités des habitants de la région de Ségou, au Mali. Les Bozo, appelés maîtres du fleuve, sont des pêcheurs itinérants qui ont développé depuis des siècles un théâtre sur l'eau. Une fête des masques d'origine animiste, mais que l'on sort pour les cérémonies de circoncision ou pour la tabaski. Les Bamanans, eux, sont des agriculteurs qui, selon l'anthropologue hollandaise Elisabeth Denhotter, auraient appris des Bozo l'art de la marionnette. On dit toujours que c'est les Bozo qui ont inventé les marionnettes et que c'est les Bamanans qui ont repris après. Ça, c'est à peu près sûr, tout le monde dira ça. La valeur symbolique des animaux est très forte dans l'imaginaire des peuples du Mali. Ils symbolisent des qualités ou des défauts humains. Le buffle représente la force et la tradition. La hyène connaît l'avenir. L'hippopotame est un homme réincarné et condamné à vivre sous l'eau. L'oiseau Kono, lui, annonce la pluie et l'abondance. Les petites sirènes représentent Pharaon. Et c'est le dieu créateur, le dieu de l'eau. Dieu déesse, la dessin, mais c'est un dieu qui a créé le monde. Et c'est une figure très très importante dans la cosmogénie des Bamanans aussi bien que des Bozo. Aujourd'hui, les Bozo sont victimes de la surpêche et de la pollution du fleuve Niger. Ils ont tendance à se sédentariser. Mais ces marionnettes permettent de transmettre leurs traditions et leurs mythes aux jeunes générations. Des représentations universelles qui parlent également aux écoliers français.
Culture toujours, l'exposition nationale de photographie baptisée Transition Photo de l'association Balanis dans la capitale du Kénédougou. Le vernissage des œuvres qui marquent des moments forts de la transition depuis le 22 avril 2012 a eu lieu lundi à l'hôtel de ville de Sikasso. Par l'organisation de cette exposition photo, baptisée Transition Photo, l'association Balanis veut offrir au public malien des témoignages poignants d'une période exceptionnelle pour notre pays. Je pense que les artistes photographes ont bien travaillé et voilà, ils ont montré aux différentes corporations que ce n'est pas simplement avec les armes conventionnelles qu'on peut faire l'histoire d'une république, mais simplement avec un petit appareil photo, on est capable de faire sortir des choses importantes. Je pense que chacun il tire une leçon, une vision et c'est ça, si ça peut aider à construire le citoyen exemplaire pour le Mali, Dieu merci. 80 images de 12 photographes constituent cette exposition. De la prestation des serments du président par intérim au meeting des leaders religieux, en passant par les scènes de casse, les ballets des médiateurs, les marches, les pleurs, les chants et les images d'espoir d'une reconquête déclenchée, les témoignages sont parlants. J'ai été surtout impressionné par la qualité exceptionnelle des photos que nous venons de visiter. Et vraiment, ça renseigne. Donc, c'est une exposition qui est aussi importante pour les générations actuelles, mais importante aussi pour les générations futures. Une exposition photo qui aura tout simplement ébloui le public de la capitale du Kénédougou. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain